avec Maxime Delan. Les champions sont toujours humbles. Hein? Ils sont toujours calmes, puis ils ont une vision des choses. Ça explique pourquoi ils sont les meilleurs. Comme la pâtisserie à Terrebonne. Je veux dire, on a beaucoup de grands gagnants, de champions culinaires ici. Je suis fière de nous. Puis faut les mettre de l'avant. Ouais. Ça nous fait du bien. Parlant de champions. Okay. Max! S'il y en a un. Pas tant. Parmi tous les champions, Maxime Delan. Je sais que tu as déjà fait une entrevue avec le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, à ce sujet-là. Il faut revenir là-dessus, Benoît. Juste avant de venir en ondes, je suis retourné voir la vidéo originale. On est à 2,1 millions de visionnements. Ça fait même pas 24 heures qu'elle a été mise en ligne. Je veux te parler de cette vidéo-là qui circule, je te le disais depuis hier, où on voit un automobiliste qui se fait intercepter à Montréal. Puis là, il faut juste préciser que cette vidéo-là n'est pas contemporaine. Ça daterait de l'été dernier. Mais pourquoi le gars a décidé de publier ça hier, je sais pas. Fait que le gars, il se fait intercepter par une policière du SPVM parce que ses vitres sont trop teintées. Sébastien, peut-être tu peux nous faire jouer. On l'a fait jouer. Non, je ne veux pas en faire jouer. Okay. Non, je ne veux pas l'encourager. Mais c'est absolument infect et dégueulasse. Dans une vidéo de 1 minute 27, il a traité 13 fois de pute ou de sale pute. De chienne. Ça, c'est... Ouais. Puis à un certain moment, là, il dit, est-ce que c'est de ma faute si tu fais 20$ de l'heure? Est-ce que c'est de ma faute si je suis plus riche que toi? Est-ce que c'est de ma faute si je veux, je t'achète live, je te mets en esclavage? T'es mon esclave, genre, si je veux, t'es mon esclave. Sale chienne de merde. À Montréal, Benoît, le ticket pour avoir des vitres trop teintées, c'est entre 100 et 200$. Paye ton ticket, puis ferme-toi. Tu sais, il y a des policiers à Montréal, Benoît, qui sont affectés à la circulation. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est ça leur job, donner des tickets, sont affectés à la circulation. Leur job, c'est de faire respecter le code de la sécurité routière. Et tu peux avoir une discussion. Moi, j'en ai eu avec des policiers. Je leur ai dit, écoutez, on peut pas tourner à gauche, tu sais, vous vous cachez, vous nous sautez dessus, mais tu vous vois. Il y a une façon respectueuse de le dire. Et même si t'es fâché, tu peux dire, je comprends pas, là. Tu sais, puis j'ai eu ces discussions-là, mais jamais j'aurais pensé traiter un policier de chien ou une femme de chienne. Écoute, ça dépasse l'entendement. Puis j'ai parlé à beaucoup de policiers en fin de semaine, puis je te dirais, la plupart m'ont dit, je me serais mis dans la merde, mais s'il m'avait dit ça à moi, je l'aurais sorti cul par-dessus tête, puis il serait pas sorti par la porte de son char. Mais c'est lui qui serait devenu une victime. Absolument, parce que ces policiers-là auraient été possiblement poursuivis au criminel, assurément blâmés en déontologie, auraient eu des journées de suspension, on aurait parlé d'eux dans les médias, leur visage aurait été dans les médias. Brutalité policière. Puis ce gars-là, aujourd'hui, est dans l'anonymat total. Je le mets en gros guillemets, Benoît, parce que la communauté des policiers, là, c'est tissé serré. Et il n'y a personne qui va le dire on the record, mais le nom de notre champion circule déjà. Il circule déjà, puis après, qu'ils ne se surprennent pas s'il est arrêté un feu de circulation, puis il se fait coller. Oh non. Puis il continue, puis 1 kilomètre plus loin, il se refait coller. Parce que la petite lumière qui éclaire, sa plaque d'immatriculation est brûlée. Ça se pourrait. Moi, j'ai peur pour les adolescents qui ont vu ça passer, qui vont peut-être voir des entrevues et qui vont se dire « j'ai le droit de parler de même à des policiers ». Ils ont le droit. C'est ça. Je à Montréal, sais, mais les jeunes qui vont droit. voir ça, qui vont se dire « ah, ben d'abord... » Non, là, bonne chance après. Et là, que Fadi Daguerre ne sorte pas. C'était là que je m'en allais. Vas-y. J'aurais aimé ça. Dès ce matin, puis peut-être même hier, mais si tu veux une bonne couverture médiatique, que tu sortes dès ce matin à la première heure, puis que tu n'attendes pas que les médias te contactent. On les a appelés. Toi, contacte les médias, dis, là, j'organise un point de presse juste pour réagir à ce qui s'est passé. Puis de voir Fadi Daguerre se fâcher un peu. Puis dire, c'est pas vrai que mes policiers vont se faire traiter comme ça. Tu sais, qu'on sente un peu de l'émotion. Que les femmes se fassent... Parce que lui, il ne fait que des insultes à caractère sexuel. Puis c'est ça là, qui fait... Puis que ça soit toléré... Moi, j'accepte pas ça. Là. Que ce soit une policière, une enseignante, une caissière dans un supermarché, une femme sur la rue... Ça passe pas, cette culture de marde-là. Puis ça passe pas misogyne. Doublement parce que
les policiers, c'est eux qui font respecter l'ordre. C'est une figure d'autorité dans la société. Puis ça me fait penser juste à un autre sujet que je trouve le SPVM est lent à réagir souvent pour des cas comme celui-là. Il y a quelques années, on ne veut pas provoquer. Il y avait 2 policiers de Montréal qui s'étaient fait donner une méchante volée. Ils étaient en civil, ils étaient allés manger au restaurant. Ils étaient sortis, puis ils s'étaient fait donner une méchante volée par des ticlins qui les avaient reconnus. Ça avait pris 4 jours avant que le SPVM sorte public pour dénoncer ces comportements-là et cette agression-là. 4 jours, puis c'est pas parce qu'on leur avait pas demandé de sortir puis de réagir. 4 jours. Il y a quelque chose qui ne marche pas aux communications et à la direction du SPVM. Tu peux pas laisser les gens parler comme ça aux femmes, ni aux policiers puis aux policières. Puis les policiers, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent cette chronique-ci. Ils aimeraient ça, voir que leurs chefs ont leur back, qui les soutient. Oui. Non, ça n'a pas de sens. Yeah. Ben, il va peut-être aller à 98.5, M. Daguerre, là, il est bien là, ou à Radio-Canada. Là, c'est des bonnes entrevues, c'est professionnel, c'est objectif. Ici, c'est parce que moi, je suis un pas fin, mais c'est inacceptable. Le silence, là, puis on les a appelés hier. C'est bien, oui. Tu les as contactés hier. Oui, puis ma collègue Florence Lamoureux les a contactés. En fait, ce qu'on nous a dit, c'est non, il ne sortira pas à ce niveau-là. On a demandé au directeur des communications qui ne voulait pas non plus sortir, mais ils nous ont dit envoyez-nous un courriel et on vous fera une réponse écrite. Oui, fait que les perroquets. Puis là, quand il y a un communiqué écrit, tu sais, tu peux pas poser de questions. Non. Puis les communiqués par écrit. Ça veut rien dire. C'est souvent. Ça veut rien dire. Pouvez-vous juste, s'il vous plaît, rappeler, ça fait 3-4 questions qui reviennent. Ils n'ont peut-être pas entendu l'entrevue avec Francoeur ce matin. Francoeur, pourquoi la personne n'a pas été arrêtée sur le champ? Parce que tu peux pas. Il n'a pas commis de crime. Si tu menaces, s'il dit « je vais te tuer, sale pute », ça, c'est une menace. Mais il n'y a pas commis de crime. C'est juste des insultes. Puis à Montréal, il n'y a pas de règlement municipal qui interdit les gens d'insulter les policiers. Fait que si tu tombes pas dans l'intimidation, dans la menace, tu peux dire absolument ce que tu veux. Et ça fait 30 ans qu'ils demandent ce règlement-là. Il y en a à Québec, il y en a à Saguenay, il y en a dans d'autres villes. Ils l'ont demandé à Gérald Tremblay. 2009. Valérie Plante. Sybelle n'était pas née. Et là, ils sont en train d'écrire une nouvelle directive. Non, mais à la fraternité. OK. Les avocats de la fraternité sont en train d'écrire la directive qu'ils vont soumettre à l'administration Martinez-Ferrada pour voir la réaction. Ça dépasse l'entendement, c'est inacceptable. Ouais. Et je comprends pas même, tu sais, M. Lafrenière devrait sortir là-dessus. La ministre des Conditions féminines devrait sortir là-dessus. Il me semble qu'il devrait avoir un tollé, puis mettre le pied à terre collectivement, puis dire « pas au Québec ». Pas au Québec. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas si c'est dans ta culture. Mais si ça ne fait pas ton affaire, l'aéroport est là, tu décalisses. Mais au Québec, là, c'est pas vrai qu'on va parler aux femmes, et aux policiers et aux policières de cette façon-là. Moi, je trouve ça aberrant. Mais surtout que M. Daguerre met vraiment de l'avant l'importance aussi pour avoir du recrutement policier de différentes cultures, d'avoir des différentes cultures dans ces corps policiers. Si ça avait été une vidéo comme ça de racisme envers ces policiers, il serait sorti tout de suite. Il y a un policier qui m'écrivait... Tu te fais dire ça, là, on est perdant-perdant parce que si tu réponds quelque chose, tu te fais taxer de racisme, puis si on fait rien, on se fait traiter de mou. Et il n'y a pas de caméra corporelle. Fait que là, tu as l'interprétation de la personne qui est interceptée par la policière. Ouais. C'est vraiment, là, que ça passe en dessous du radar, là, je trouve ça aberrant. Mais, puis là, ce qui va arriver, puis M. Francoeur l'a dit, ben il y en a d'autres qui vont faire pareil. En toute impunité. Qu'ils le font déjà aussi. Ben oui. Ouais. Un ado cause la panique, où ça? Au championnat de basketball à Laval. En fin de semaine, c'était le championnat régional de basketball scolaire au Collège de Laval. C'est dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Un événement qui accueille beaucoup de monde, des parents, des amis, frères, sœurs, grand-papa, grand-maman. Fait que pendant un match hier, il y a eu un certain vent de panique qui a soufflé au sein des spectateurs parce que, selon un témoin, il y a un jeune qui s'est levé et son arme à feu est tombée de sa poche, un adolescent. Fait que là, évidemment, il y a des spectateurs qui ont vu ça, et il y a une certaine panique, et les policiers qui sont appelés arrivent sur place, localisent le jeune. On est en train de le fouiller. Le jeune, il dit « Ouais, je l'ai mis dans la poubelle. » Les policiers vont fouiller dans la poubelle et ils se rendent compte que c'était une imitation d'arme à feu. C'était une imitation. Alors, le jeune, qui a 15 ans, moi, ça, il faut que tu me l'expliques, là. Tu t'en vas assister à des matchs de basketball, un championnat. Qu'est-ce que tu fais avec une imitation d'arme dans tes poches, là? Je sais pas. Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu veux intimider quelqu'un? Ben, c'est ça.
C'est une bonne question. Fait que le jeune n'a pas été arrêté. A reçu un constat d'infraction, 223 $ pour avoir eu une imitation d'arme dans un lieu public. Voilà. C'est tout. OK. Puis, bonne nouvelle, il sauve la vie de son chum. Oui, ben c'est un article qui est paru en fin de semaine, puis je trouve qu'on parle beaucoup de nouvelles négatives. Je vais te parler de Tir-Rouge. Quelle belle histoire. Il y a quelques jours, Tir-Rouge est dans le bois avec son grand chum André. D'abord, Tir-Rouge, c'est un trappeur retraité, un gars qui a vécu toute sa vie dans le bois, qui parle comme un gars de bois, qui vit comme un gars de bois et qui est heureux comme ça. Mm-hmm. Il s'appelle Daniel Laliberté, mais lui, là où il vit, dans le fin fond de la tuque, il n'y a personne qui l'appelle Daniel. Tout le monde l'appelle Tir-Rouge. Pourquoi Tir-Rouge? Parce que il a une longue barbe rousse, puis il est tout petit. Il pèse 110 livres. Fait que Tir-Rouge est avec son chum André. Ils sont dans le bois, ils bûchent du bois en vue de l'hiver prochain pour se faire du bois de chauffage. Et alors qu'ils finissent leur job, il y a une grosse branche d'un arbre mort qui tombe, paf, sur le crâne d'André, son grand chum. Et là, le crâne fendu comme une canne de thon. Solide. Et là, Tir-Rouge, lui, il écoute juste son courage. Il dit, mon André, ça va aller, ça va pas, là. Il met sa tuque. André, la victime, un gars de 6 pieds, 250 livres, Tir-Rouge, 110 livres. Il pogne son chum André, il met sa motoneige et les deux partent ensemble. Puis là, André, il est pas fort, fait qu'il prend son manteau, Tir-Rouge, puis il attache André après lui pour le garder collé. Ils descendent au relais ensemble. Tir-Rouge demande à un de ses chums, viens-t'en avec moi, sa motoneige. Parce qu'il n'y a pas d'ambulance dans ce secteur-là. C'est un endroit qui est seulement accessible en motoneige ou en avion. Alors, il embarque André dans le milieu. Ils prennent André en sandwich. Puis Tir-Rouge conduit à la motoneige. André, il vomit du sang dans le dos. Il a le crâne fendu. Et il a parcouru 50 km en motoneige avec son chum qui est semi-conscient, que chaque minute est importante. Et finalement, aujourd'hui, André, son chum André Bouchard, est vivant. Il a passé un bon moment aux soins intensifs. Fracture du crâne, le crâne défoncé. Il y a eu une reconstruction crânienne. Ben, maudit, ils ont sauvé la vie. Deux gars, Tir-Rouge du bois. Là. There you go, Tir-Rouge. Tir-Rouge, ma collègue au Journal de Montréal, lui a parlé tout un personnage. Mais tu sais, on parle souvent d'histoires négatives. C'est une belle histoire d'entraide. Ben, bravo. Bravo Tir-Rouge, à ta boy! Merci Maxime. Salut.